Je vous propose de commencer en nous intéressant à la jeunesse. Que pense-t-elle de l'évolution du marché du travail? Comment envisage-t-elle son entrée dans la vie active? Parle-t-elle d'une seule voix, VOIE, VOIX? Pour en parler, je vous propose d'accueillir Marjolaine Grondin. Marjolaine est la fondatrice et CEO de Jam, qui est un média d'un nouveau genre qui est dédié aux 15-25 ans. Et elle a notamment créé une émission 25 dont elle va nous parler, qui donne la parole à des jeunes de moins de 25 ans, 15 à 25 ans, pour parler des 25 prochaines années. Bonjour Marjolaine. Bonjour Michel. Pouvez-vous nous parler de cette émission 25? Oui, 25, c'est quelque chose qu'on a créé dans le cadre de Jam. Jam, aujourd'hui, c'est un média, comme vous l'avez dit, qui s'adresse aux 15-25 ans, mais de manière digitale. On discute avec une communauté de 700 000 jeunes dans Messenger tous les jours. Et on a eu à cœur de créer la conversation hors les murs, en tout cas hors les murs digitaux, et de créer vraiment, enfin, d'événementialiser aussi cette conversation. Donc, de créer un temps privilégié d'expression et d'écoute de cette génération. Et donc, comme on ne peut pas donner la parole à 700 000 jeunes sur un temps privilégié, c'est aussi l'avantage du digital. Là, on s'est dit, on va créer un format qui, au départ, était une conférence qu'on a imaginée avec la Gaieté Lyrique, qui est vraiment notre partenaire, en plus des marques qui nous accompagnent parce qu'elles veulent donner la parole aux jeunes. On a vraiment créé un partenariat éditorial avec la Gaieté Lyrique. Au début, c'était une conférence. Pour des raisons assez évidentes, ça s'est finalement redigitalisé, mais c'est une émission. Est-ce que c'est une conférence? Est-ce que c'est un spectacle? Est-ce que c'est un film? En fait, peu importe, on s'en fiche un peu de la forme. Ce qui compte, c'est qu'on a voulu créer, certains disent un ovni éditorial, où on donne la parole pendant 90 minutes à des jeunes talents de moins de 25 ans pour parler des 25 prochaines années à travers leur identité, à travers leur parcours, leurs envies, leurs doutes, et de manière hyper authentique et brute de décoffrage, quoi. Et on peut la suivre sur quel réseau, cette émission? Vous pouvez la trouver sur le Facebook de Jam et de la Gaieté Lyrique et sur YouTube aussi, et peut-être bientôt à la télé. Ah, génial. Alors, effectivement, vous êtes à un poste d'observation privilégié sur cette jeune génération. Quel est son rapport au travail? Alors, j'aimerais, ce serait plus simple, mon boulot serait peut-être plus simple si je pouvais donner une grande réponse qui mette tout le monde d'accord et on aime bien simplifier et se dire, OK, c'est ça les tendances, on y va. Si c'est pas bien, on va combattre et essayer de faire évoluer. Si c'est bien, ça donne de l'espoir. Bon, bah, comme tout et comme toutes les générations, c'est quand même plus complexe et il y a, j'entendais dans l'introduction, plusieurs voies, quel que soit le terme, mais en fait, effectivement, c'est une génération qui en fonction des différentes catégories, des différentes ambitions, des différents parcours, à différentes approches de ce qui suit, surtout dans un contexte aussi incertain. Mais il y a quand même plusieurs grandes tendances. Il y a peut-être même un paradoxe qui est qu'à la fois, cette génération, elle se retrouve quand même à un moment où elle construit sa future carrière et elle pose des jalons super importants sur le futur de son travail. Et elle se retrouve dans un moment où, en fait, il y a une grande tendance de peur de décrédibilisation, délégitimation. On parle aussi de démonétisation de leur diplôme parce que, en fait, pendant 2 ans, ils auront été derrière un écran et donc, ce n'est pas la même formation que ce qu'on peut avoir en présentiel. Donc, il y a un peu ce côté de est-ce que je vais trouver du travail parce que le marché du travail est complètement bouleversé. Je m'étais lancée dans l'événementiel, je m'étais lancée dans la restauration, je m'étais lancée et en fait, je ne sais pas ce qui va devenir de ces secteurs. En plus, mes études seront peut-être moins crédibles. Ceux qui n'ont pas passé leur bac, c'est quand même un rituel qui est hyper important. Donc, il y a une peur qui est connue partagée par d'autres générations, mais d'autant plus quand on construit. Et en même temps, heureusement, de l'autre côté, il y a une envie d'autant plus forte de dire, bah, c'est pas foutu pour foutu, mais il y a ce côté, OK, on est les premiers où la roue s'arrête de tourner. On ne peut pas nous promettre une vie linéaire. On est en train de vivre une période historique qui rebat toutes les cartes. On se retrouve chez soi alors qu'on allait dans cette roue qui tourne, partir en Erasmus, partir à l'étranger, dans une ville à côté, avoir un petit job. Et tout ça s'est remis en cause. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Et donc, papa et maman qui m'avaient dit, tu seras ingé, tu seras médecin. En fait, à un moment, on se rend compte que peut-être qu'on a envie d'autre chose et on a le temps d'affirmer des choses. Donc moi, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises quand même. Parce que plus on a de peur et moins on a d'espoir, plus on se dit
j'ai plus rien à perdre, quoi. Comme dans un mauvais film, on dit, tu sais quoi, moi, j'ai plus rien à perdre. Du coup, je peux tout faire, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Et j'ai vraiment une grande curiosité de qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant que c'est à eux qu'on pose la question. Et il y a moins d'attente peut-être d'un système, puisque le système est moins figé. Après, il y a quand même des tendances et beaucoup d'études aujourd'hui faites par Jam, mais aussi par beaucoup d'autres, sortent sur le sujet. Et on est tous là à essayer de tendre le micro à cette génération. La première tendance, c'est, pour plus de la moitié d'entre eux, équilibre vie pro-perso. Et ça, c'est d'autant plus mis à mal aujourd'hui avec le télétravail. Et contrairement aux générations plus âgées, les jeunes ont beaucoup de mal avec le télétravail. Il y a 2 tiers qui disent qu'ils sont moins productifs, moins efficaces, moins motivés. Parfois, ils n'ont pas rencontré leur manager, ils n'ont pas pu faire leurs preuves sur les fameuses soft skills, etc. Enfin, il y a quand même ce côté, je suis tout seul dans mon 15 mètres carrés, où je suis chez papa, maman. C'est pas aussi excitant que des voyages d'affaires, que rencontrer mes équipes, faire des after-work, etc. Donc, le télétravail leur pèse plus. Deuxième chose, c'est avoir une mission utile et qu'ils comprennent. Et la troisième, pour seulement, entre guillemets, 1 tiers d'entre eux, c'est l'autonomie. Donc, ils veulent de la liberté, mais avant ça, aujourd'hui, c'est une quête de sens, une mission utile et quelque chose de tangible, des rencontres, un cadre de travail. Et peut-être juste pour conclure, je ressens en discutant avec eux, en écoutant, que l'environnement de travail et sa qualité est aussi importante finalement que la quête de sens ou le salaire. Oui, d'ailleurs, si on revient sur cette quête de sens, on parle effectivement beaucoup d'une génération qui est engagée, qui serait plus responsable sur les sujets environnementaux, sur les sujets sociaux. Est-ce que c'est vraiment une réalité sur le terrain? C'est une très bonne question. C'est une réalité dans le sens où le paradigme de base a changé. On ne peut plus consommer, travailler, voyager sans avoir en fait en lame de fond cette idée de est-ce que ce que je fais, c'est sain, c'est durable. En fait, c'est comme si la honte avait changé de camp, comme on dit parfois sur d'autres thématiques. C'est bon, bah voilà, avant, je partais à l'étranger en 2 secondes, je partais en week-end, en avion, je m'achetais n'importe quelle marque, je consommais énormément et mon boulot, c'était dans une grande boîte et peu importe l'impact, c'était valorisé. Aujourd'hui, ça l'est moins, ce qui ne veut pas dire que ça disparaît complètement. Donc oui, il y a un changement qui est, pour moi, le plus important, qui est un changement de paradigme. L'engagement, la nécessité, l'impératif de changer les choses et de se dire, enfin, juste cette réalité de OK, on hérite d'un monde compliqué et on n'aura pas la même insouciance que nos parents, c'est là. Après, les jeunes sont aussi des êtres humains et un être humain, il est plein de contradictions. C'est difficile d'être consistant, d'être toujours cohérent dans tout ce qu'on fait, surtout aujourd'hui. Et donc, oui, s'acheter des Nike, commander sur Amazon et prendre un avion à 20 € plutôt qu'un train qui me coûte 4 fois plus cher et 4 fois plus de temps, bah oui, qu'on ait 18 ans ou 38, ben... Et donc, nous, on leur a posé ces questions à travers Jam et aussi à travers 25. On a créé ce qu'on appelle l'échelle de l'engagement. Et donc, entre celui qui change un peu ses petites habitudes et celle qui est prête à tout, il y a quand même un spectre. Et donc, ils sont prêts, certains, à réduire un peu leur confort, d'autres à s'engager sur les réseaux sociaux, d'autres carrément à aller dans la rue, d'autres carrément à changer leur métier, changer leurs études. Voilà, il y a une gradation, mais en tout cas, ils savent qu'ils se situent par rapport à ça. Là où avant, on pouvait être sur une échelle de succès financier, statutaire, de réputation. Là, l'échelle, elle est là. On en a tous conscience et on sait tous qu'on est à un certain endroit. Même si on est tout en bas, on est quand même sur cette échelle. Et donc, ils sont prêts à... les 4 grandes choses qu'on a vues, c'est prêt à s'engager pour le 0 déchet, changer leur alimentation, changer la façon dont ils consomment la mode, la façon dont ils se déplacent. Mais alors, il y a 2 choses qui ne changent pas, c'est la technologie, les grandes marques. Voilà, on veut ses Nike, on veut son iPhone. Et oui, oui, c'est le luxe et la technologie ont encore un avenir, en tout cas, c'est ce qu'on entend, puisque la nouvelle génération le plébiscite. Quelle est aujourd'hui la vision du futur pour ces jeunes générations? Comment est-ce qu'ils imaginent la sortie de crise? On a parlé de l'impact sur la crise actuelle, mais comment ils imaginent la sortie de crise?
Encore une fois, il y a plusieurs façons de prendre le sujet en fonction de chacun, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, quels sont ses rêves, quelle est sa situation, son compte bancaire, ses perspectives, ses contraintes. Enfin, est-ce que quelqu'un dans sa famille a été malade aussi? Enfin, il y a une réalité concrète, sanitaire, qui change aussi moi, je le vois même, mes proches, en fait, qui changent complètement de perspective si ça les touche personnellement. Donc je pense que de toute façon, aujourd'hui, on ne sait pas trop en fait quelle va être cette sortie de crise. Donc, avant de savoir comment nous on l'appréhende, comment on se place par rapport à elle, ce qu'on va en faire, bah, ce serait cool de savoir de quoi on parle et de quand on parle. Hem et là encore, il y a cette espèce de double discours entre ceux qui disent, «OK, on est la génération, covid, sacrifiée, on nous a mis sur pause, on nous a empêchés de nous voir, de nous fréquenter, de sortir, d'avoir ces années fondatrices». Et il y en a d'autres qui se disent: «Bon, bah, voilà, comme je disais en introduction, un peu foutu pour foutu, bah, maintenant on va vraiment prendre notre vie en main et peut-être que cette crise, en fait, elle va nous permettre de prendre la mesure d'autres crises à venir», la crise climatique en premier plan. Hem Et moi, ça me fait penser, cette question à quelque chose qu'on a vécu sur le plateau de 25, où on avait invité Bilal Hassani, le chanteur qui avait représenté, la France à l'Eurovision. On lui a posé la question sur scène, «Bilal, est-ce que tu penses que, la génération covid-19, donc les jeunes, c'est une génération sacrifiée?» Et Bilal prend son micro et dit, «Non, je pense qu'on nous a donné des cartes très différentes, pas les mêmes que nos parents et qu'on va en faire des choses magnifiques, qu'on va être créatifs et cetera». Et juste après, il rajoute, alors je ne suis pas en train de dire, et je cite: «Thank you for this global pandemic», mais et c'est difficile, mon public me manque, je sens que, mes fans sont voilà, il y a un manque, hyper fort de faire la fête et cetera, mais quand même on a d'autres cartes. Et nous, si tu veux, enfin, ouais, si vous voulez, on voit ça, on se dit, bon, bah, voilà, Bilal, il représente une partie de la génération, il, hem il sait, il est en contact avec ses fans et il fait des choses qui montrent qu'il a cette force, d'adaptation. Mais en fait, ils ont diffusé l'extrait, il a diffusé sur Twitter l'extrait où il dit, «Non, on n'est pas une génération sacrifiée, on va faire plein de trucs», et ça fait un tollé. Parce qu'il y a une partie de la population jeune qui trouve ça, indécent, en fait, de dire, «Mais attends, nous, si, c'est beaucoup plus dur que pour nous. J'ai dû abandonner mes rêves de médecin, j'ai dû, retourner chez papa-maman parce que j'ai pas de petit job», qui est quand même plus de la moitié d'entre eux qui a un petit job. Et donc, bah, j'ai plus, pu, vivre dans ma ville d'à côté, je suis retournée à la maison. Enfin, il y a une réalité qui est quand même difficile. Hem, Après, j'espère que, bah, des conversations comme celle-ci et comme plein d'autres, à différentes échelles, médias, gouvernements, entreprises, vont faire qu'en fait, on prend la mesure de cette difficulté et qu'on va réussir à la dépasser, jeunes et moins jeunes, et du coup créer un cadre où, ben, en fait, on va créer quelque chose de positif par rapport à ça, et les jeunes vont pouvoir être encore plus maîtres de leur, avenir, avec encore plus carte blanche. Si je veux finir là-dessus, c'est ça en fait, le dire: «Bah, OK, tabula rasa, carte blanche, qu'est-ce que vous voulez faire?» Il n'y a plus de carcan, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de perspective, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, pour parler de préparation, quelles sont les formations qui sont plébiscitées par les jeunes pour se préparer à la grande transformation, notamment du marché du travail? Bah, j'ai l'impression que le covid rebat encore plus les cartes. Déjà, il y a 2-3 ans, on disait, la technologie évolue, il faut, s'adapter, il faut apprendre à apprendre. Ça, je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Mais je réfléchissais à quelque chose, je me dis: «Mais en fait, une formation, il y a 1 an, j'aurais réfléchi en termes d'école, d'université. Aujourd'hui, quand notre formation, c'est, de 8 heures à 18 heures être derrière son ordi, et avoir des cours magistraux, et qu'après de 18 heures à minuit, je suis sur YouTube ou Twitch, heu, quelle différence? Donc, en fait, formation maintenant enfin, ça explose encore plus parce que finalement une école, elle est en concurrence ou en complément d'autres types d'interlocuteurs, d'acteurs, et en leur ressemblant encore plus parce qu'il y a plus le campus, il y a plus les interactions physiques, et c'est un énorme problème. Mais si on se pose la question de concrètement, rationnellement, quel choix je vais faire pour me former. Si mon diplôme, il est dévalorisé, si mon bac, en fait, je l'ai eu sans devoir me pointer, et si, en fait, dans tous les cas, j'aurais été derrière un écran, bah, je peux aller me former avec,
un de nos invités à 25, Hugo Décrypte, qui a créé son propre média. Je peux me former à l'étranger, en suivant des cours à l'étranger. Je peux me former avec mes pairs. Je peux me former à plein de choses différentes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les attentes, c'est trouver quelque chose qui nous ressemble vraiment. Et peut-être moins statutaire et moins pour le diplôme, même si on se fait chier pendant les études, parce qu'en fait, on peut tout apprendre et voilà, l'institution, elle est plus qu'elle était. Et je pense que aussi, ce côté apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter, à faire des pas de côté et s'adapter en prenant du plaisir et pas en subissant. Et je pense que ça, c'est même une urgence qu'on s'est pris en pleine face avec le Covid, où du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des métiers impraticables, des métiers revalorisés, des métiers dévalorisés. On se disait, mais en fait, toi, tu fais quoi avec tes présentations PowerPoint? Et je me compte dedans, hein, mais vraiment, il y a ce côté, mais t'es pas sur le terrain, et toi, au contraire, tu croyais que tu faisais quelque chose d'important, et finalement, même des managers qui se sont dit, mais mes équipes, je les vois plus et tout se passe très bien. Enfin, donc, je pense qu'il y a un nouveau changement de paradigme aussi qui est on ne sait pas de quoi demain le monde du travail sera fait à cause de la technologie, du contexte climatique, du contexte sanitaire. Et ben alors du coup, de quoi j'ai envie et où est-ce que je vais aller pour l'apprendre? Et je peux aller autant sur une petite chaîne de YouTube de 1000 abonnés qui commence à cartonner mais qui est hyper bien renseignée que à HEC, quoi. Parce que finalement, mon expérience, elle est assez similaire.